Vous avez payé votre site internet, peut-être plusieurs milliers de francs, mais est-ce qu'il vous appartient vraiment? Le nom de domaine, les fichiers, les accès, pour beaucoup de patrons, la réponse est nette, c'est je sais pas vraiment. Et parfois, la vraie réponse, c'est non. Dans cette vidéo, je vous explique ce qui compose vraiment votre site internet et qui devrait idéalement posséder chaque élément. Ensuite, comment vérifier ce qui vous appartient et à quoi vous avez accès. Et puis, ce que vous êtes en droit de demander à votre prestataire en toute légitimité. Et vous verrez qu'en chemin, le droit suisse va révéler une sacrée surprise que presque personne ne connaît. Quand je discute avec un patron qui veut refaire le site internet de son entreprise, je pose toujours la même question au début du projet, c'est qui a les accès, comment est-ce que je peux obtenir les accès au nom de domaine, comment est-ce que je peux me connecter pour commencer à créer le site sur votre hébergement, où est-ce qu'il est enregistré, etc., etc. Il y a tout plein de questions qui arrivent comme ça. Et assez souvent, j'ai un client qui me dit, alors je sais pas, il faudrait voir avec l'ancien prestataire, ou alors écoutez, on l'a fait faire avec tel outil, donc il faudrait regarder si on a toujours les accès. Il me semble qu'on avait un truc chez Infomaniac. C'est pas parce que les gens sont négligents, c'est quelque chose sur lequel on communique assez peu, je pense, les prestataires, et c'est notre faute, mais c'est aussi des considérations techniques qui souvent sont pas forcément la priorité pour le client. Le client, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui propose des solutions, il veut signer le contrat, il veut payer, il veut mettre le site en ligne, et il veut que tout fonctionne. Et une fois que tout fonctionne, pourquoi s'inquiéter? Et c'est vrai, tant que tout va bien, il n'y a effectivement aucune raison de se prendre la tête avec ces éléments techniques. Mais pour avoir repris des sites auprès de prestataires plus ou moins scrupuleux et pour savoir que le jour où ça se passe mal, en cas de litige, une facture contestée, un prestataire qui ne répond plus, c'est en fait toujours celui qui a oublié de poser les questions qui se retrouve coincé, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut un petit peu documenter et puis donner de la formation. Parce que le vrai risque, en fait, c'est de perdre un asset pour votre entreprise, donc de perdre quelque chose que vous avez fait développer et que vous a coûté de l'argent du jour au lendemain parce qu'il y a une mauvaise gestion de ces informations-là. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un site internet en soi et la manière de le présenter sur internet, c'est généralement pas un objet unique. C'est plusieurs morceaux et chaque morceau de ce site internet peut vous appartenir ou pas. Donc commençons avec ce que j'appellerais l'anatomie d'un site web dans sa version la plus simple, on va dire. Qu'est-ce qui compose votre site internet? Quels sont les différents éléments qui peuvent vous appartenir ou pas? Donc pour ça, on va imaginer l'idée que votre site internet, c'est une maison, d'accord? Si on part dans cette idée-là, le nom de domaine, donc par exemple votre site.ch, c'est votre adresse. C'est la chose qui a le plus de valeur. C'est ce que les gens vont taper pour arriver sur votre site internet. C'est ce qui va apparaître sur vos cartes de visite. Et c'est ce qui va prendre de la valeur avec le temps parce que vous aurez un site qui va se référencer sur Google et du coup votre domaine aura une certaine autorité et va commencer à avoir une certaine qualité en termes de référencement. Donc c'est quelque chose qui, si vous le perdez demain, du coup, peut avoir un vrai coût pour votre entreprise. Ensuite, on a l'hébergement. L'hébergement, on pourrait dire que c'est le terrain et les murs. Donc on peut imaginer qu'on construit une maison et qu'on la laisse vide, et ça c'est l'hébergement. En gros, c'est un serveur, c'est un ordinateur sur lequel vivent tous les fichiers de votre site internet, ainsi que sa base de données. Sur le principe, c'est un espace que vous louez sur un serveur chez un prestataire, et sur lequel vous pouvez mettre n'importe quoi. Mais dans la logique, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met des sites internet. Et ensuite, évidemment, on a le site lui-même. Donc on a le code, le système de gestion, le design, les contenus. Je pourrais considérer que c'est des pièces à l'intérieur de la maison puisqu'on pourra avoir plusieurs sites internet sur un même hébergement. Mais c'est surtout en fait des petits dossiers et un certain dossier va représenter un site internet qui va être connecté à une certaine base de données. En gros, c'est là où la personne va faire l'exécution du travail que vous lui avez demandé et c'est là qu'elle va développer un site internet où aux couleurs de votre entreprise, avec des fonctionnalités que vous aurez demandées, avec les contenus que vous aurez demandé, avec la structure que vous aurez demandé, etc., etc. Et ensuite, il y a un autre élément qui, à mon avis, peut être complètement déconnecté de tout ça. C'est pas quelque chose que votre prestataire va toujours vous proposer, mais on a aussi les emails. Les emails qui sont liés à votre nom de domaine. J'en parle parce que c'est souvent lié au nom de domaine. C'est rare que vous ayez, quand vous êtes une entreprise professionnelle, des emails en @bluewin ou @gmail. Ça arrive encore pas mal, mais c'est pas à mon avis quelque chose qui se fait tout le temps et ça se fait de moins en moins. Les gens voient l'importance de mettre un email professionnel et ces emails sont liés à votre domaine. Donc votre email @votredomaine.com. C'est la boîte aux lettres de votre maison qui est posée devant la maison. Et logiquement, si demain on vous enlève la boîte aux lettres, personne ne peut plus vous amener votre courrier. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée. Le point important, c'est que chacun de ces morceaux peuvent être à votre nom ou au nom de quelqu'un d'autre. Du coup, on va essayer de les prendre un par un pour voir les particularités de chacun. Premier point, le nom de domaine. C'est vraiment le morceau, à mon avis, le plus critique. Votre nom de domaine, c'est un élément unique qu'on enregistre dans un catalogue mondial de noms de domaine. Il n'y en a pas deux qui sont les mêmes, c'est logique. C'est vraiment une adresse unique, c'est comme l'adresse de votre maison, elle existe nulle part ailleurs quand on la décompose vraiment jusqu'à son canton, pays, rue, numéro, etc. Et ce qui peut arriver, c'est que la personne qui a commandé le nom de domaine, qui paye pour ce nom de domaine, qui paye pour qu'il se renouvelle chaque année, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un abonnement qu'on doit payer pour pouvoir le conserver, et qui gère ce nom de domaine, c'est votre prestataire. Et s'il est le seul maître à bord au sujet de votre nom de domaine et la seule personne qui a les accès à ça, et que vous n'avez aucun droit légal dessus, comment ça se passe en cas de problème? Et il y a un autre truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme je l'ai dit, vos adresses email sont liées à ce nom de domaine. Donc si le domaine est perdu, toutes vos adresses en arrobas de votre entreprise vont disparaître avec. Plus rien va arriver et vous ne pourrez plus envoyer d'email avec.
et tout ce qui est lié à ces adresses devient inaccessible. Hein, d'accord, donc vous ne pourrez pas réinitialiser les mots de passe, vous ne pourrez pas valider des demandes de votre banque, vous n'aurez plus accès à des outils métiers, vraiment, c'est quelque chose qui peut être un peu dangereux. Et je vais même aller un peu plus loin, et un autre élément qui est important, c'est que si ce n'est pas vous qui gérez le renouvellement de votre nom de domaine et le paiement de celui-ci, qu'est-ce qui se passe si votre prestataire cesse son activité et vous ne remet pas les clés de votre nom de domaine, vous ne vous posez même pas la question, et puis il ne fait pas le paiement des renouvellements parce qu'il a cessé ou bien qu'il est carrément en faillite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le truc qui va se passer, c'est que le domaine il va expirer. Et à un moment donné, ce domaine ne fonctionnera tout simplement plus. Il va redevenir disponible sur le marché et à ce moment-là, vous devrez courir pour aller l'acheter. Parce que si vous ne l'achetez pas, quelqu'un d'autre pourra le faire potentiellement et vous le piquer et reprendre en fait cet asset qui a vraiment beaucoup de valeur. Donc c'est quelque chose qui est important, c'est savoir qui s'occupe du nom de domaine, qui le renouvelle et vous assurer qu'il continue d'être renouvelé et puis qu'il ne va pas tomber demain. Alors comment on fait pour vérifier qui a accès à ce nom de domaine, qui l'a acheté et puis qui le gère? Pour ça, moi je vous conseille d'aller sur nic.ch, nic.ch, je vous mettrai le lien en description et vous tapez le nom de domaine de votre entreprise. Donc, vous voyez qu'il y a le petit CH à la fin parce que c'est vraiment pour contrôler les noms de domaine en CH. Vous avez d'autres sites qui vous permettent de contrôler les noms de domaine dans les autres pays avec des autres extensions. Et là, vous faites requête. Et là, il va vous dire, OK, c'est enregistré par tel provider. Donc moi, là, ce nom de domaine, je l'avais enregistré chez Hostinger. Ce qui est important, c'est cette partie-là, le registrar. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous regardez si vous avez des accès là-bas. Vous pouvez très bien essayer d'aller cliquer sur le lien pour voir qui est le registrar en question. Là, dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément les informations qui vous permettent de savoir exactement quel est le registrar, mais vous pouvez simplement leur écrire et essayer de leur poser la question. Souvent, ils vont vous dire, c'est telle en fait entreprise qui nous a sous-traité et par laquelle on passe. Par exemple, moi là, si je vais chercher, ça sera Hostinger. Donc, si je vais sur le site de Hostinger, il faut que je voie si j'ai des accès pour me connecter, avec ici le petit bouton de login. Et c'est la même chose si c'est du Infomaniac, par exemple. Il faut que je sois sûr que si je vais dans connexion, j'ai des accès pour me connecter à Infomaniac. Donc là, c'est déjà de voir quel est le registrar et si vous avez des accès par rapport à ça. Ensuite, sur le principe, le prestataire, c'est très bien qu'il gère le nom de domaine parce qu'il y a des particularités techniques par rapport à ça. Le nom de domaine, il va permettre justement de lier le site internet, de lier les emails. Il y a plein de petites choses en fait qui sont liées au nom de domaine que vous pouvez très bien déléguer à votre prestataire. Simplement, si c'est la seule personne qui le gère, si en fait le nom de domaine même est en son nom, donc les adresses qui sont liées au nom de domaine sont en son nom, c'est vraiment un réel danger pour vous. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire si vous êtes dans le doute, contactez votre prestataire en disant écoutez, j'ai vu que vous avez un nom de domaine chez tel prestataire, est-ce que vous pouvez soit me donner des accès pour que je puisse les gérer, vous m'expliquer si je les ai déjà, et si j'ai aucun accès, est-ce que ça serait possible potentiellement de me transférer ce nom de domaine? Et en ce moment-là, le transfert, la procédure de transfert, c'est pas si simple, il faut qu'il vous donne un code, il faut que vous alliez, par exemple, chez Infomaniac et vous disiez ok, je veux prendre le nom de domaine, mon nom de domaine.ch, vous faites valider. Et là, vous allez avoir dans la liste de nom de domaine, le nom de domaine en question, vous cliquez dessus et vous dites que vous avez un code de transfert. Parce que Infomaniac va vous dire mais il n'est pas disponible. Donc il faut vous dire non, je veux l'acquérir, mais j'ai un code de transfert pour le prendre. Et après, grâce au code de transfert que le prestataire va vous donner, vous pourrez le transférer chez vous et commencer à le gérer chez vous et payer chez vous. Donc évidemment, gérez cet administratif-là, donc faites le paiement tous les années pour pas que vous soyez embêtés, mais c'est un bon moyen finalement de reprendre le contrôle de son nom de domaine comme ça. N'importe quel prestataire, je pense, aura pas de problème à vous déléguer les rênes de son nom de domaine. Simplement, il va vous demander que vous lui laissiez un accès pour qu'il puisse gérer les informations du nom de domaine d'un point de vue technique. C'est pas une obligation absolue, mais si vous allez poser la question à votre prestataire puis qu'il est déjà sur la retenue par rapport à ça, ça peut être inquiétant. Et du coup là, il faut gentiment insister pour prendre des mesures et puis essayer d'obtenir le retour du nom de domaine. Pourquoi je vous dis ça? Pas parce que c'est quelque chose qui est courant, mais le truc c'est que le nom de domaine donne beaucoup de contrôle à l'entreprise. Et ce qui peut arriver, c'est, comme c'est arrivé là à cette dame en 2024, l'agence ne veut pas me rendre mon nom de domaine. Donc il y a pas mal de cas documentés, j'en ai trouvé 2-3, je vous montre celui-ci. C'est une entreprise connue en Gironde pour la création de sites web, ayant mis fin à la catastrophe parce que ça s'est pas bien passé avec elle, par voie électronique postale recommandée, la dite entreprise me contacte et malgré différentes relances ne veut pas me rendre mon nom de domaine. Ils m'ont téléphoné pour m'expliquer que si je restais chez eux, je récupérais mon nom de domaine, sinon ils le gardaient. Donc en fait, ils te prennent en otage. Et ça, c'est vraiment n'importe quoi et c'est quelque chose qui est possible. Donc, faites attention avec ça. Ensuite, deuxième morceau, le site internet lui-même, donc c'est-à-dire le code, le système qui va potentiellement gérer votre contenu. C'est là que le droit suisse réserve une petite surprise que je vous ai promise au début et dont j'étais pas au courant. C'est en fait en faisant des recherches par rapport à cette vidéo que je me suis rendu compte de ça, qui nous donne en fait à nous les prestataires beaucoup de contrôle. C'est-à-dire qu'en droit suisse, quand un prestataire comme moi, comme beaucoup d'autres prestataires, vous développe du code sur mesure pour vous et que le contrat ne dit rien sur la cession de ces droits, les droits d'auteur de ce code restent chez le prestataire. Vous avez bien entendu, ouais. C'est vous qui avez payé pour le site, mais le code appartient à celui qui l'a écrit. Donc c'est ce qu'on appelle le principe du créateur. Il existe une exception pour les employés. Donc si votre salarié développe quelque chose dans le cadre de son travail, ça revient à l'entreprise évidemment, et souvent ça c'est mentionné dans les contrats de travail. Mais ça ne s'applique pas aux agences ni aux freelances qu'on mandate. Ensuite, il faut bien distinguer une chose. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien.
Vous avez payé pour un site, vous avez le droit de l'utiliser, ça découle du contrat, mais le droit de le modifier ou de le confier à une autre agence, sans clause écrite, potentiellement peut être contesté. Encore, et la plupart des patrons signent de devis sans une ligne là-dessus, et moi-même, je veux être transparent dans mes conditions générales ou des choses comme ça, je ne précise pas de choses par rapport à ça. J'ai pas de problème ou de rancune à céder le site internet à quelqu'un d'autre. C'est juste que la réalité étant que si j'en aurais, j'aurais des voies de recours. En fait. Maintenant, il faut nuancer un petit peu ça parce que j'ai pas envie de vous faire peur pour rien. La première chose, c'est que si le code il est posé sur un hébergement dont vous avez le contrôle, j'en reviendrai dessus après. Si vous contrôlez vraiment l'hébergement, que vous avez des accès, que vous pouvez faire ce que vous voulez avec, ça reste quelque chose qui vous appartient. D'accord ? La question juridique, elle devient concrète que le jour où vous voulez vous faire évoluer le site ou partir ailleurs. La deuxième chose qu'il faut distinguer, c'est que, et ça c'est encore peut-être plus important, c'est que le site internet n'a aucune importance pour votre prestataire. Il n'a aucune valeur pour lui. Il ne peut pas le revendre, il ne peut rien en faire. Je veux dire, s'il veut le revendre puis le brander pour une autre entreprise, il peut, mais il peut simplement le copier-coller. Toute la valeur, vraiment, elle est chez vous, dans votre entreprise, pour votre entreprise. Donc la seule valeur qu'il peut lui trouver, c'est comme la prise en otage, comme je l'ai présenté avant. C'est un levier pour vous empêcher de partir et continuer de vous facturer des prestations. Du coup, corollaire plutôt rassurant, un prestataire honnête n'a aucune raison de s'accrocher à votre site. Et celui qui s'y accroche, à mon avis, ça dit beaucoup de choses de lui. Reste maintenant une question, est-ce que vous savez sur quel système votre site est construit? C'est-à-dire qu'il y en a des qui sont développés sur mesure, mais il y en a aussi beaucoup qui utilisent des systèmes existants, notamment par exemple WordPress, que vous avez sûrement déjà entendu. Pour le savoir, j'ai un lien en description vers un site qui s'appelle WhatCMS, je vais vous montrer ça. Donc WhatCMS, et là on peut taper le nom d'un site internet, newslang.ch par exemple, pour détecter le CMS. Et là, on va voir que mon site internet, à date du jour, est développé avec le CMS WordPress. C'est assez pratique, ça vous donne déjà une idée. Deuxième exemple, un autre site de client, mais qui, cette fois, est développé sans CMS, Static Generator CMS. C'est pas vraiment un CMS, c'est simplement un générateur de contenu qui s'appelle Astro. Finalement, c'est vraiment déjà très puissant pour savoir ce que c'est, mais si vous utilisez un truc comme Astro, par exemple, c'est généralement quelque chose qui est codé à la main. Autre exemple, webflow.com. C'est pourquoi je teste ça, parce qu'en fait Webflow c'est un CMS qui existe, mais c'est un CMS propriétaire, je reviendrai, je vous en parlerai un peu plus, et là on voit que Landing Page Builder, etc. Webflow. Donc là vous savez quel CMS vous utilisez. Ce que vous pouvez faire avec ça, première chose, c'est de vous dire, ok, est-ce que moi j'ai des accès par rapport à ça? Recherchez dans vos emails, recherchez dans vos échanges, est-ce que vous avez des accès à WordPress pour pouvoir aller éditer le site? Peut-être que vous le savez déjà. Est-ce que vous avez des accès à Webflow pour aller l'éditer? Ça, c'est la première chose pour savoir un petit peu quels accès vous avez dessus. Sur le fond, certains prestataires ne vont pas vous donner l'accès parce que vous n'aurez peut-être pas besoin, vous n'aurez pas convenu que vous en avez besoin. Maintenant, en fonction de ce que vous avez comme réponse ici, quelques petites informations supplémentaires. Si c'est du WordPress, bonne nouvelle, c'est open source. Donc en gros, c'est quelque chose qu'on installe directement sur le serveur et on a tout le code, toutes les informations qui sont à l'intérieur. On peut copier les fichiers, on peut copier la base de données, tout prendre ça et le mettre sur un autre serveur. Même chose avec un CMS comme PrestaShop, Drupal, Joomla, surtout des CMS open source qui vous permettent de prendre les données et les mettre ailleurs si vous le souhaitez. Si c'est un CMS comme Webflow, on loue de l'espace chez eux pour pouvoir utiliser leur système et en fait on fait pointer le domaine vers leur espace à eux. Et là, vous ne pouvez pas reprendre le site tel quel, mais vous pouvez en prendre une version générée que vous pouvez copier-coller. Mais en fait, si vous avez du contenu que vous voulez éditer à l'intérieur avec leur système d'édition, vous allez pouvoir avoir accès au système d'édition. Vous aurez juste vraiment le site internet à l'instant T quand vous l'avez copié-collé depuis Webflow. Autres services qui sont Wix ou Squarespace que vous avez peut-être déjà utilisé. Là, c'est vraiment de la location. Vous louez en fait un espace. Vous pouvez travailler pour faire votre site internet là, mais dès le moment où c'est que vous voulez sortir de cet écosystème, vous n'avez plus aucun moyen. Et comme j'ai dit, si l'outil détecte un truc un peu bizarre, vous pouvez très bien aller taper Astro. Par exemple, j'ai dit avant Astro, donc tapez Astro CMS. Il va vous donner des détails sur le système en question. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de détails et vous vous rendrez peut-être compte que typiquement pour Astro, c'est pas le système qui permet à mon client de se connecter. Il ne va pas se connecter avec Astro pour aller dessus. C'est un peu particulier, mais voilà, c'est une réalité. Donc il y a beaucoup de particularités comme ça. Et le mieux, c'est de les clarifier avec votre prestataire une fois que vous avez trouvé l'information avec ce système. Maintenant, je n'essaie pas de faire un procès aux plateformes. Ces plateformes-là, on les utilise. Moi-même, je les utilise pour certains de mes sites internet. L'idée, c'est que si vous avez des doutes, à mon avis, c'est le bon moment de vous informer dessus. Parce que si vous regardez cette vidéo, vous avez certainement des doutes. Après, ce que vous en faites concrètement, c'est que vous en parlez avec votre prestataire aujourd'hui ou alors à la signature d'un nouveau devis, d'une nouvelle offre ou d'un renouvellement. Vous posez les questions au prestataire pour être sûr. C'est valable pour tout les éléments de cette vidéo. Ensuite, l'hébergement. Donc, qui héberge votre site? À qui vous louez en fait le serveur sur lequel votre site internet se trouve pour qu'on puisse le voir en ligne? La question déjà, c'est de savoir qui s'occupe de ça. Et pour ça, de nouveau, un lien en description. C'est un site qui s'appelle Who is hosting this? Je vous montre. Et là, on peut aller dessus et taper le nom du site internet. Et on peut voir que newslang.ch est chez Hostinger. Donc là, vous devez savoir exactement comme le nom de domaine, est-ce que j'ai un accès par rapport à ça? Est-ce que j'ai un compte chez eux? Est-ce que je peux me connecter et puis voir quelque chose? Alors, par rapport à ça, avez-vous accès? C'est large, d'accord? Il y a au moins 3 niveaux d'accès, je pense, qui sont importants. Sur le principe, on peut avoir d'autres, mais essayez de vous concentrer là-dessus. Le plus important pour moi, c'est l'accès à la console de l'hébergeur. Donc, par exemple, si on prend Infomaniac, une console, elle ressemble un peu à ça.
Ça, c'est la console de mon compte Infomaniac. Il y a tous mes produits que j'ai chez eux. Le nom de domaine, on trouvera les noms de domaine que j'ai associés chez eux, mes services mail, etc., etc. Donc, si vous avez un accès Infomaniac et que vous voyez ces types de produits-là, ou n'importe quel autre hébergeur, vous avez un accès, vous voyez les produits, vous voyez les sites internet mentionnés, ça veut dire que vous y avez accès. La première chose, c'est ça. Évidemment, si vous payez toutes les années des hébergements pour ça, directement facturé chez vous, il y a des chances aussi que c'est vous qui gériez tout. Ensuite, le deuxième élément, c'est le FTP. Donc ça veut dire quoi? Là, on peut contrôler tous les produits que notre hébergeur met à notre disposition, donc on peut avoir des noms de domaine, des hébergements, des choses comme ça. Mais ensuite, sur l'hébergement, pour pouvoir aller sur l'ordinateur en question, sur le serveur où se trouve votre site internet, il faut ce qu'on appelle faire un accès FTP. C'est comme si vous alliez sur l'explorateur Windows, je vous montre, hein. Par exemple ici, si on ouvre un accès FTP, tout ça sur un de mes sites, ici le site internet de mon entreprise, vous voyez qu'on est simplement dans un explorateur Windows, ou Mac, ou ce que vous voulez. Et en fait, à l'intérieur, on a des fichiers qui représentent le contenu du site internet. Donc ça, les accès FTP, c'est quelque chose que vous pouvez demander aussi. Et la troisième chose, c'est l'accès à la base de données. Là, c'est un peu plus tendancieux, vous pouvez les réclamer, mais la personne peut avoir des doutes légitimes à vous les donner. Il faut que vous puissiez un petit peu vous justifier. Moi, ce que je dirais, c'est que si vous voulez être sûr, vous pouvez demander, vous créer des accès pour tous ces systèmes-là, juste vous les mettre dans un document et vous les fournir pour que vous les ayez en cas de problème. Et vous vous assurez avec lui que vous dites, bon, on signe quelque chose pour dire, moi, j'y touche pas. J'ai juste besoin d'avoir des accès administrateurs. Parce que pour vous donner un exemple, j'ai un client à qui j'ai repris le site internet et ils avaient perdu une confiance avec leur partenaire. Le prestataire était en Valais et puis ils avaient l'impression que la facturation était opaque, qu'ils facturaient beaucoup plus que ce qui avait été réellement fait. Et du coup, ils étaient dans une situation où c'est qu'ils n'avaient même plus envie de faire des contacts avec lui parce qu'ils avaient un peu des inquiétudes que la personne essayait de les avoir. Et surtout, ils ne savaient pas vraiment qu'est-ce qui se passait s'ils résiliaient le contrat. Ils avaient un peu une crainte. Et quand ils sont venus vers moi, ils m'ont demandé est-ce que ça serait possible que vous repreniez le contrôle du site internet. Mais en fait, il s'est avéré que mon client avait très peu d'accès administrateur. Il avait un seul accès, heureusement, c'était la console à l'administration Infomaniac qui me donnait les accès dont j'avais besoin, mais il n'avait pas du tout d'accès FTP, il n'avait pas du tout d'accès à la base de données, il n'avait même pas des accès administrateurs sur le site internet. Donc, ce qui sont des choses qui peuvent arriver, qui ne sont pas sales dans le fond, mais il n'avait pas ces accès-là. Et du coup, quand il a fallu faire un petit peu en sous-marin, heureusement, j'avais les accès à la console qui me permettaient de créer les accès dont j'avais besoin et puis finalement d'aller, par des moyens un peu détournés, pour certains trucs, récupérer le site internet et puis finalement retirer le prestataire qui était problématique avant qu'on puisse lui dire on ne travaille plus avec vous. Donc voilà, c'est une situation un petit peu délicate et si on n'a vraiment pas cet accès console administrateur, c'est très chaud. Donc si vous n'avez pas ça, essayez de le demander pour avoir au moins ça sur papier, testez que ça vous arrive à vous connecter, testez que vous arrivez à voir les différentes choses et puis ensuite vous fermez et puis vous n'avez pas besoin de l'utiliser, c'est juste une garantie que vous puissiez reprendre le contrôle de votre site internet s'il y a un problème. Et j'insiste sur le fait que c'est parfaitement légitime de demander un accès administrateur. Moi, la plupart de mes clients sont administrateurs de leur propre hébergement. Il est en leur nom et ils gèrent les facturations eux-mêmes. Et du coup, moi, je suis invité sur leur compte. J'ai certains clients où je gère complètement l'hébergement, c'est des hébergements un peu plus complexes. Mais à ce moment-là, l'accès administrateur est complètement légitime et je leur donne n'importe quel accès s'ils le demandent. De nouveau, la question, c'est si la personne elle a une réticence à ça, c'est que ce n'est pas bon signe. Et en plus des accès administrateurs, ce que vous êtes tout à fait en droit de demander aussi, je dirais même à défaut d'avoir des accès administrateurs, c'est une copie complète de votre site, les fichiers à la base de données, que vous puissiez avoir quelque chose pour le récupérer à tout moment. S'ils ne vous donnent pas les accès, qu'ils vous mettent un espace sur un Google Drive, ou c'est qu'ils vous fait des sauvegardes quotidiennes par exemple du site auquel vous avez accès pour pouvoir tout reprendre en cas de problème. Parce que sur le principe, la remise de votre propre site ne devrait pas être une prestation qui est surfacturée. D'ailleurs en droit suisse, le mandataire doit restituer ce qu'il a reçu dans le cadre du mandat. Donc si on vous refuse tout en bloc, vous avez de bons arguments juridiques. Je dis bien de bons arguments juridiques, je ne dis pas une garantie automatique, mais vous n'êtes pas démunis. Et puis bien évidemment, lisez le contrat que vous avez signé au départ pour voir s'il y a des clauses ou des particularités. Je ne suis pas du tout notaire, je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Ce que je vous explique là, c'est des choses que je connais et des choses que j'ai un petit peu recherchées pour cette vidéo. Pour moi, le signal d'alarme, c'est vraiment le prestataire qui vous dit non, je ne peux pas vous donner ces accès et qui ne peut pas justifier pourquoi. Un prestataire honnête, à mon avis, il n'y a pas vraiment de raison de refuser. Après, évidemment, il peut vous dire il faut qu'on cadre les choses, il faut qu'on définisse les accès tels qu'ils sont, on peut faire une copie à une date fixe. Mais le mur du silence, le côté c'est moi qui gère, il faut me laisser tranquille, foutez-moi la paix, ça c'est quelque chose qui peut franchement être un petit peu inquiétant. Voilà, et maintenant j'aimerais terminer cette vidéo sur une note un peu différente, j'aimerais pas vous envoyer vers une autre vidéo. J'aimerais juste vous dire que si vous êtes dans une situation où vous vivez quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment reprendre le contrôle de votre site internet, par rapport à ce que je vous ai donné, tout ce que vous voyez dans cette vidéo et comme méthode documentée, voilà, moi je peux vous aider. J'assiste pour les entreprises de Suisse romande. Je me dis que j'ai vu assez de gens qui ont été bloqués ou qui étaient vraiment embêtés avec leur site internet dans ces situations-là. Donc vous pouvez aller cliquer sur le lien en description pour aller accéder à mon site internet et puis me faire votre demande en me donnant toutes les informations que j'ai présentées ici pour que je sache qui a l'accès à votre nom de domaine, qui s'occupe de l'hébergement de votre site internet, quel type de CMS vous utilisez. Même si c'est les informations que je peux trouver, ça montrera que vous avez fait déjà le travail. Et puis derrière, vous me dites vraiment les problématiques que vous avez pour reprendre ça des mains de votre prestataire. Et moi,
me ferait un plaisir de vous répondre par email ou peut-être de faire une petite visio pour en discuter. Le but, c'est pas de vous vendre un site internet, c'est simplement d'essayer de vous dépatouiller pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre site internet. Ça me permet aussi d'aider des entreprises en Suisse romande dans des situations qui sont compliquées, laissées avec des prestataires qui laissent vraiment à désirer. Et je vous garantis qu'il y en a quelques-uns. Ça sera un plaisir de mon côté. Et puis bien évidemment, si vous avez envie de continuer de voir du contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis d'aller voir mes autres vidéos.